Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit question-réponse. Le plus simple pour répondre à la communauté, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de faire ce genre de petite vidéo afin que je puisse bien rentrer dans le détail de manière beaucoup plus précise que dans un commentaire. Donc si vous voulez que je réponde à votre question lors de ma prochaine vidéo comme ça, question-réponse, n'hésitez pas à aller sur le site web combatproven.org et laisser dans le petit formulaire de contact eh bien, votre question tout simplement. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous avons quelques questions. La première de Loïc qui nous dit « Bonjour, la perche de ravitaillement vole sur la majorité des avions américains et sur le dos de l'avion. Le pilote ne voit pas le bout de la perche. Comment fait-il? Quel repère utilise-t-il pour bien se positionner pour que le perchiste dans le tanker puisse connecter la perche dans le dos de l'avion? J'ai vu des vidéos avec des B-52 ou autres AWACS et bien sûr des chasseurs de toutes dimensions différentes et ça marche. Merci pour votre réponse Loïc qui est pilote privé avec 1800 heures. Donc bravo, c'est un paquet d'heures. Et la réponse est très simple. La réponse est en fait il y a du marquage lumineux et visuel sous l'avion ravitailleur. Donc l'avion qui est bien utilisé ce système-là, l'avion qui va être ravitaillé par le tanker. Le pilote va lever la tête et va venir se guider avec des systèmes de marquage sur le tanker tout simplement. Et ensuite va venir tenir cette position le temps du ravitaillement. Exactement, comme tu dis Loïc, il y a possibilité de ravitailler du gros avion comme du petit avion. C'est d'ailleurs le moyen privilégié sur F-16. Les F-16 ne se ravitaillent quasiment que comme ça, sauf certaines versions modifiées avec une perche. Et en France, eh bien, dans la chasse, nous n'utilisons pas ça. Le Rafale, le Super Étendard, le Mirage 2000 ne sont pas des avions qui se ravitaillent comme ça. C'est effectivement plutôt la technologie américaine. Un des avantages, c'est quoi? C'est un débit qui va être très élevé. Et également, eh bien, ça vient, on va dire, mitiguer un petit peu certains soucis qui peuvent être liés au mouvement du panier dû aux turbulences. Comme vous avez des conditions assez turbulentes et que vous avez par exemple un A330 qui vient vous ravitailler avec le tuyau, eh bien, à cause du mouvement des ailes, à cause, si c'est du panier sur les côtés, à cause du bras de levier, en fait, vous pouvez avoir des mouvements de panier qui sont très forts, donc ça peut poser quelques difficultés, il ne faut pas s'en cacher. Donc voilà, j'espère Loïc que ça répond à ta question. Nathan qui nous dit pourrions-nous avoir plus de physique du vol? Alors oui et non. Moi je suis pas ingénieur, donc je pense que nous allons faire des vidéos un petit peu sur pourquoi un avion vole, mais aucun souci. Mais après voilà, encore une fois, hein, vous pouvez être pilote de chasse, pilote de ligne sans être ingénieur. Bon, ça veut pas dire que je comprends pas la physique du vol, mais voilà, c'était pas forcément la première chose qui me venait à l'idée quand j'ai voulu lancer la chaîne. Ensuite, Nathan qui nous dit serait-il opportun de nous expliquer la gestion d'une crise lors d'un vol en configuration défense? Alors en configuration défense, je pense que c'est en CAP, en combat air patrol. Là, je vous renvoie vers du contenu Twitch où en fait nous utilisons la simulation de vol et un côté un petit peu e-sport pour essayer de vous montrer différentes tactiques et comment est-ce que l'on vient construire ces tactiques. La prochaine où nous ferons justement de la combat air patrol, la prochaine émission ça devrait être samedi 20 février en fin de journée heure française, donc en soirée heure française. Nous allons vous marketer tout ça sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à garder un œil là-dessus. Donc Nathan, si tu veux en savoir plus sur la combat air patrol, eh bien le 20 février sur Twitch, nous en parlons. François qui me dit, tu as évoqué plusieurs fois ce sujet, selon toi, quels devraient être les horaires idéaux pour la journée-semaine d'un pilote de chasse? Durée de sommeil, heure de réveil, heure d'arrivée sur base, temps activité administrative, avant et après un vol, heure de coucher. Pour maximiser les performances physiques et mentales du pilote. De quel exemple s'inspirer? RAF, US Navy, alors RAF c'est Royal Air Force, US Air Force, Royal Canadian Air Force, etc. Alors là, on va dire que c'est presque un sujet un petit peu touchy. Moi, j'ai eu la chance d'être au planning en fait des unités pendant 5 ans et demi.
Je vais pas dire que j'étais toujours d'accord avec nos textes en termes de récupération et de repos, hein, loin de là. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a effectivement une journée idéale et des repères idéaux et la lettre au Père Noël. Et il y a après la réalité à cause de la charge administrative, à cause du fait qu'on nous sommes sur un porte-avions, qui est un navire de combat, à cause des contraintes, à cause de plein de choses. Et il n'y a qu'à regarder, je vous invite à regarder un petit peu le rythme qu'avaient les pilotes de la Royal Air Force justement et des alliés durant la bataille d'Angleterre, ou le rythme qu'avaient encore une fois les pilotes de la RAF depuis Malte, qui était connu comme étant un petit peu le porte-avions de la Méditerranée. Et vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, il y a une petite dichotomie, et qui est que oui, dans un monde idéal, dans un monde parfait, vous aimeriez que on soit toujours dans des conditions idéales pour faire notre vol. Néanmoins, ne pas être dans des conditions idéales pour faire un vol fait partie intégrante de la préparation au combat. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais si. Donc après, oui, on aimerait bien avoir 8 heures de sommeil, se lever tous les jours à la même heure, faire séance de sport, avoir une charge administrative qui est très faible pour pouvoir vraiment être à fond sur le métier de pilote. Et la Royal Air Force, et l'US Navy, et l'USAF, et la RCAF sont, faut être franc, meilleurs que nous là-dedans. Maintenant, le fait d'être une petite unité comme par exemple celle de la chasse embarquée, eh bien forcément, vous avez des contraintes qui sont assez nombreuses. Donc voilà, je vais pas répondre directement à cette question, je pense que ça pourrait même faire l'objet d'une vidéo, on va comparer comment ça fonctionne. Juste le petit point moi, que je trouve clairement qu'on peut améliorer, c'est oui, notamment autour du repos des équipages. Je pense qu'on a tendance à demander à nos équipages, notamment pour des vols de nuit, à monter au travail trop tôt. Si vous prenez le modèle américain ou le modèle anglais, pour du vol de nuit, ça va monter beaucoup plus tard qu'en France, où moi quand j'étais élève sur Super Étendard, et heureusement ça a changé depuis, alors voilà, il fallait être à l'unité à 7h30 du matin si vous décolliez à 23h. Ça, on est clairement dans du non-sens, mais qui s'expliquait par, par une sorte de sélection après la sélection en fait. Donc voilà pour François. Denis qui me dit bonjour, salut du Québec, quel est l'âge max pour piloter un avion de combat tout en ayant les capacités maximum nécessaires? Eh bien, ça dépend de vos capacités médicales. Si à 42 ans vous êtes toujours apte médicalement et vous avez un, un- une fonction qui vous permet d'être toujours dans l'avion, eh bien vous allez pouvoir continuer à faire de l'avion. Si vous êtes instructeur dans le civil, ou si vous êtes par exemple, comme on dit, contracteur, donc pilote de chasse pour une société militaire privée, tant que vous avez l'aptitude médicale, il n'y a pas vraiment de limite en termes d'âge. Donc généralement dans l'armée, vous avez une progression, une montée en grade, une montée en fonction associée. Et il y a un moment, eh bien, vos fonctions font que vous n'êtes plus à mettre dans un cockpit, vous avez des fonctions managériales ou d'encadrement qui font que ça vous éloigne tout simplement du cockpit. Donc l'âge max en soi, c'est généralement lié à la visite médicale et à la fonction occupée. Dans les armées, vous pouvez vous attendre à éventuellement être dans un cockpit jusqu'à peu près 45 ans, et après avec des contrats d'officiers de réserve ou avec les sociétés militaires privées, vous pouvez continuer à piloter des avions de chasse beaucoup plus tard. Mathieu qui voudrait que nous parlions du F-117B qui a été abattu par un missile solaire en Serbie. Si ça vous va, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et dites si vous trouvez que c'est une bonne idée. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Derrière, eh bien, Arnaud qui me parle un petit peu de décrochage haute altitude et qui me demande si je vais traiter les sujets de décrochage haute altitude. Alors il me demande en fait s'il suffit de quelques secondes pour décrocher lorsqu'un avion vole à haute altitude. Eh bien oui. Si vous prenez un avion de ligne, quand il est par exemple à 35 000, 37 000 pieds, en termes de marge, en termes de vitesse, c'est un petit peu comme une épingle à cheveux, il est très proche de sa vitesse minimum et très proche de sa vitesse maximum. Donc vous avez peu de marge, ce qui se fait que si par exemple vous perdez des moteurs, eh bien vous allez devoir vous mettre à planer et rapidement vous allez vous mettre à descendre. Donc vous êtes proche, oui, du décrochage, néanmoins ça se passe assez bien parce que vous avez 12 km en dessous de vous et que les avions planent bien. Donc ce que vous ne voulez surtout pas faire, c'est monter en incidence. Donc, vous vous retrouvez avec l'avion qui monte en incidence parce qu'après il pourrait s'engager dans une sorte de décrochage dans une position où il tombe. Donc
Nous sommes effectivement proches des vitesses un petit peu de décrochage, tout ça. La porte de sortie se trouve où? Elle se trouve vers le bas. Il faut capitaliser sur la perte d'altitude, comme certains disent. Et donc quand vous avez un souci de ce côté-là, eh bien vous allez commencer à baisser le nez, à descendre et à maintenir votre vitesse, hein, que ce soit en haute altitude ou en basse altitude. C'est juste que oui, effectivement, la marge est pas très grande. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Avec maintenant j'ai des petits community managers parce que sinon je n'ai plus vraiment le temps. Eh bien ils viennent sélectionner vos questions et les mettre dans un fichier. Et moi comme ça derrière ça me permet de répondre à vos questions directement. On essaye d'améliorer le process tout en répondant directement à toutes les questions que vous pourriez avoir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que le dimanche à 11 h, je vous sors le format débrief et à partir de fin février, donc ça va être peu de temps, quelques jours après la petite émission sur Twitch où nous allons parler de protection de l'espace aérien, eh bien, petite surprise et je vous en dis pas plus pour l'instant, mais nous allons en reparler et je commence à tourner des petites saisons de débriefing sur des événements aéronautiques particuliers et tout ça, ça sera sur un média particulier, vous verrez. J'en spoil pas davantage. Excellente journée et surtout, eh bien, fly safe.